le secret magnétique des leaders forts. Pourquoi nous ne pouvons pas nous empêcher de les observer? Salut à tous, bienvenue dans cet espace. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose ensemble qui, je vous le promets, est fascinant. Nous allons décortiquer l'une des forces les plus puissantes et mystérieuses de l'histoire humaine. La question semble simple. Pourquoi sommes-nous si attirés par les leaders forts? Mais la réponse nous mènera à travers la biologie, la psychologie et les recoins les plus profonds de ce que signifie être humain. Et à la fin de ce voyage, je vous garantis que vous ne verrez plus jamais le pouvoir, ni ceux qui l'exercent de la même manière. Commençons par l'évidence, ce que nous savons tous. Les leaders forts nous attirent parce qu'ils promettent sécurité et ordre. Dans un monde chaotique, quelqu'un qui dit « j'ai le plan, suivez-moi » est comme un phare dans le brouillard. Cela nous donne l'impression que le bateau ne va pas couler. Et nous le voyons tous les jours, pensez-y. Au travail, que préférons-nous? Un patron qui doute à chaque étape ou un qui prend des décisions claires, même si elles sont parfois difficiles? La plupart préfèrent le second car cela nous soulage d'un poids. Cela réduit notre charge mentale, nous permet de nous concentrer sur notre tâche sans l'angoisse de l'incertitude. Cet instinct n'est pas nouveau, pas du tout. En fait, il est ancestral. Imaginez nos ancêtres, il y a des milliers d'années, vivant dans de petites tribus. Si un prédateur ou une tribu rivale apparaissait, il n'y avait pas de temps pour un comité de discussion. Ils avaient besoin de quelqu'un qui, en une seconde, crierait « Par ici, maintenant !» La survie du groupe entier dépendait de cette décision rapide et de la confiance aveugle en celui qui la prenait. Ce besoin est gravé au fer rouge dans notre ADN. D'accord, sécurité, clarté, instinct de survie, c'est la pointe de l'iceberg, la partie que nous voyons et ressentons tous. Mais si c'est ce qui flotte à la surface, quel moteur secret, invisible et extrêmement puissant mettent tout en mouvement en dessous? Voici la première grande révélation. Une grande partie de ce magnétisme est due à un phénomène que les psychologues appellent transfert paternaliste. C'est un nom technique, mais l'idée est très simple. Inconsciemment, nous projetons sur les leaders le besoin que nous avions, enfants, d'une figure parentale protectrice. Quelqu'un qui prend soin de nous, qui nous dit que tout ira bien. Et ce besoin se manifeste avec force, surtout en période de crise ou de peur. Comprendre cela est un outil incroyable. D'une part, cela vous permet de voir des opportunités et des schémas. Lorsque vous voyez qu'une société traverse une crise économique ou une pandémie, vous saurez que les gens en filigrane recherchent la sécurité et une figure protectrice. Mais, et c'est crucial, cela vous permet aussi de détecter le danger. Cela vous aide à voir les signaux d'alarme. Le risque? Que ce même mécanisme nous rende vulnérables à des figures autoritaires qui se présentent comme le seul sauveur. Le signal d'alarme est lorsqu'un leader ne demande pas votre confiance pour sa compétence, mais exige votre loyauté inconditionnelle et accuse de tous les problèmes un ennemi extérieur, un autre. C'est là que notre besoin d'un parent protecteur peut être exploité. Et tout cela opère sous une règle invisible de la nature sociale. Il y a deux voies principales vers le leadership, la domination et le prestige. Le leadership par domination est basé sur la peur et l'intimidation. C'est le fais-le ou tu verras. Le leadership par prestige est basé sur le respect et l'admiration pour les compétences de quelqu'un. C'est le « je veux apprendre de toi ». L'exemple quotidien est clair. Le caïd de la cour d'école dirige par domination. L'élève brillant à qui tout le monde demande de l'aide pour les devoirs dirige par prestige. Nous sommes attirés par les deux, mais les émotions qu'ils génèrent sont radicalement distinctes. De plus, notre cerveau a un défaut de fabrication qui complique tout, un raccourci mental appelé l'effet de halo. Cela signifie que si nous percevons qu'une personne a une qualité positive très forte, comme être un grand orateur, notre cerveau suppose automatiquement qu'elle est aussi intelligente, honnête et compétente dans tout le reste. Pour lutter contre cela, il existe une stratégie mentale très utile, la technique de déconstruction. Lorsque vous ressentez cette forte attraction pour un leader, arrêtez-vous et déconstruisez-le mentalement. Demandez-vous, d'accord, il est charismatique, mais quelles sont ses propositions concrètes? Quelle expérience réelle a-t-il en économie? Comment traite-t-il son équipe? Forcez votre cerveau à analyser les pièces séparément, au lieu de rester hypnotisé par l'emballage complet et brillant. Même les anciens Romains comprenaient quelque chose de cela. Ils avaient un concept appelé auctoritas. Ce n'était pas le pouvoir de donner des ordres, cela était la potestas. L'auctoritas était une sorte de poids moral et social, un prestige gagné grâce à l'expérience, la sagesse et la réputation. C'était la raison pour laquelle les gens voulaient suivre le conseil de quelqu'un. La morale pour aujourd'hui est d'une simplicité brutale. Le vrai leadership ne s'impose pas, il se gagne. Il se construit avec la confiance, pas avec des décrets. Si nous mettons tout cela ensemble, la déduction clé pour notre vie est la suivante. Notre attraction pour les leaders forts n'est pas, en grande partie, un choix froid et rationnel. C'est un élan biologique, émotionnel et profond. Par conséquent, l'acte le plus révolutionnaire et utile que nous puissions faire est d'y réfléchir de manière consciente.
Le principe d'action est, ressentez l'attraction, c'est naturel, ne la réprimez pas, mais toujours, analysez la source de cette attraction avant d'agir. Maintenant, nous avons une carte des mécanismes internes. Comprendre cela nous donne du pouvoir, nous donne de la clarté. Mais si vous pensiez que c'était déjà clair, préparez-vous, car ici l'histoire devient un véritable chaos. La réalité n'est jamais aussi ordonnée. Et nous entrons dans la première grande controverse, sécurité contre liberté. D'un côté, un camp soutient que les leaders forts et décisifs sont absolument nécessaires pour maintenir la stabilité, la croissance et éviter le chaos. D'un autre côté, le camp adverse prévient que ce même pouvoir, presque inévitablement, finit par éroder les libertés individuelles, la critique et les droits des minorités. Ce qui est en jeu ici n'est pas anodin, c'est le contrat fondamental entre le citoyen et l'État. Nous allons démystifier un mythe que nous adorons, celui du leader né. L'idée que certaines personnes sont simplement nées pour diriger. Il nous fascine de croire cela pour une raison psychologique très simple. Cela simplifie le monde et nous décharge de la responsabilité de participer ou de développer nos propres compétences. La réalité, démontrée maintes et maintes fois, est que le leadership est un ensemble de compétences qui s'apprennent, se pratiquent et se développent. Croire en ce mythe nous transforme en spectateurs passifs attendant un sauveur. Et cela nous mène à une paradoxe, à un dilemme sans solution facile. Pensez-y, souvent, dans des situations critiques, nous préférons un leader très compétent, mais qui est un imbécile, plutôt qu'une personne charmante, mais incompétente. Cela nous pose une question philosophique brutale. Sommes-nous prêts à sacrifier l'éthique, l'empathie et l'harmonie sociale en échange de la pure efficacité? Où est la limite? Maintenant, adoptons un regard critique sur quelque chose que nous applaudissons tous sans réfléchir, la décision. Un leader décidé est vu comme fort. Mais qu'est-ce que c'est réellement être décidé? Souvent, c'est simplement prendre une décision très rapidement, sans avoir toutes les informations et la communiquer avec beaucoup d'assurance. Et nous le louons parce qu'il semble fort. La question inconfortable est, célébrons-nous le leadership réel ou seulement une bonne performance de leadership, même si cette décision rapide nous mène au désastre? Parlons d'une autre controverse, mais vue à travers le temps, la perception des femmes leaders fortes. Historiquement, les qualités que nous associons à la force, comme l'assertivité ou la domination, étaient considérées comme des traits masculins. Si une femme les montrait, elle était qualifiée d'autoritaire ou d'agressive. Aujourd'hui, le débat a changé, mais les deux poids, deux mesures persistent. La conversation est passée d'un « une femme peut-elle diriger » à un beaucoup plus subtil. Comment nos biais inconscients nous font juger leur force de manière différente de celle d'un homme. Et ici, nous touchons le cœur de la condition humaine. Le problème fondamental est que notre cerveau de l'âge de pierre, qui cherche un chef de tribu unique et protecteur, se heurte de plein fouet à la réalité de notre monde moderne. Globalisé, interconnecté et absurdement complexe, nos instincts primaires nous demandent un leader qui donne des réponses simples et désigne un ennemi clair, mais nos problèmes réels, comme le changement climatique ou les crises économiques mondiales, requièrent collaboration, nuance et l'humilité d'admettre que l'on n'a pas toutes les réponses. Et cela, les leaders forts ne savent souvent pas faire. Comme vous le voyez, le sujet est un champ de mines de contradictions, de mythes et de dilemmes. Un véritable chaos. Vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps d'aller plus loin, de voir les détails qui séparent les curieux des véritables connaisseurs. Entrons en territoire d'experts. Il existe un concept peu connu mais extrêmement puissant appelé la théorie de la gestion de la terreur. Elle propose qu'au fond, une grande partie de notre comportement social est motivée par une peur paralysante et souvent inconsciente de notre propre mort. Et voici la connexion. Nous nous accrochons aux leaders charismatiques et aux grandes causes qu'ils représentent, la nation, la religion, l'idéologie, parce qu'ils nous offrent une sensation d'immortalité symbolique. Nous sentons que si nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous, une partie de nous perdurera. Maintenant, un détail scientifique complexe, mais je vais vous l'expliquer par une analogie. Parlons de l'ocytocine. On l'appelle l'hormone de l'amour, mais son effet est plus complexe. L'ocytocine augmente la confiance et le lien avec les membres de votre propre groupe, mais en même temps, elle peut augmenter la méfiance et l'hostilité envers ceux de l'extérieur. Imaginez maintenant l'ocytocine comme le videur d'une boîte de nuit dans votre cerveau. Vos amis, les vôtres, il les laisse entrer avec une tape dans le dos, mais les inconnus, il les regarde avec méfiance. Un leader charismatique et habile peut, par ses discours, devenir la personne qui dit aux videurs de votre cerveau qui sont vos amis et qui est la menace. Et nous ne pouvons pas parler de cela sans mentionner un héros secret, une figure clé souvent oubliée en dehors de la sociologie, Max Weber. Ce fut un penseur allemand qui, il y a plus d'un siècle, nous a donné les outils pour analyser cela. Il fut le premier à distinguer clairement entre trois types d'autorité, la traditionnelle, comme un roi, la légale rationnelle, comme un président élu, et, la plus intéressante, la charismatique.
Pour Weber, le charisme était une force révolutionnaire, presque divine, qui rompait les règles et que les gens suivaient par pure foi en la personne. Mais il existe une théorie alternative, une vision rebelle qui bouleverse tout, la théorie du suivi, ou followership theory. Cette théorie dit « Arrêtons de nous obséder avec le leader et étudions les suiveurs ». Elle soutient que le leadership n'est pas quelque chose qu'une personne possède, mais une relation qui est activement co-créée par les suiveurs. C'est nous qui, de manière active, accordons pouvoir et autorité à ceux que nous croyons capables de satisfaire nos besoins psychologiques. Le leader n'existe pas sans quelqu'un disposé à le suivre. Et voici un détail de la recherche scientifique qui heurte de plein fouet notre intuition. De multiples études, comme celle résumée par le psychologue Thomas Chamorro-Premuzic, montrent que l'excès de confiance chez les leaders, quelque chose que nous percevons comme un signe de force et de compétence, a souvent une corrélation négative avec leur performance réelle. C'est-à-dire que les leaders plus humbles, qui doutent et qui sont plus conscients de leurs limitations, obtiennent généralement de meilleurs résultats à long terme. Cela heurte notre intuition parce que notre cerveau commet une erreur de base. Il confond la confiance avec la compétence. Et maintenant, le moment Eureka. Nous allons relier les points. Cette transfert paternaliste dont nous parlions au début, qui nous pousse à chercher un protecteur, se nourrit directement de l'effet de halo, qui nous fait idéaliser la personne. Tout cela est amplifié par l'ocytocine, qui nous unit à son groupe. Et cela, dans l'ensemble, explique parfaitement pourquoi la théorie du suivi a tant de sens. Nous ne suivons pas passivement, nous créons activement le leader dans notre esprit pour combler un besoin profond de sécurité et d'appartenance, un besoin existentiel que la théorie de la gestion de la terreur explique. Tout est connecté. Atteindre ce niveau de détail nous donne une vision beaucoup plus riche et authentique du phénomène. Ce n'est plus une simple préférence, c'est une danse complexe entre biologie, psychologie et sociologie. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu avec certitude. Osez-vous regarder vers la dernière frontière, vers ce que nous ne savons pas encore? Regardons vers l'avenir. Dans 100 ans, comment cela pourrait-il être? Avec le développement de l'intelligence artificielle, nous pourrions avoir des leaders IA capables d'analyser des données et de prendre des décisions parfaitement rationnelles et optimisées pour le bien commun. Mais suivrions-nous un algorithme? Ou notre biologie continuerait-elle d'exiger le charisme imparfait, émotionnel et profondément humain d'une personne de chair et d'os? Et c'est là que la science se heurte à un mur et la philosophie doit prendre le relais. La science peut nous expliquer le comment. Fonctionne notre attraction pour les leaders, les hormones, les circuits cérébraux, les biais. Mais elle ne peut pas répondre à la question fondamentale. Devrions-nous? Avons-nous une obligation morale de lutter contre cette programmation interne, même si elle semble naturelle? Ou est-il plus sage de l'accepter et de la canaliser? Cela nous mène à une implication philosophique vertigineuse. Si notre attraction pour certains leaders est en grande partie un programme biologique conçu pour la survie de nos gènes dans la savane africaine, que nous dit cela sur notre libre arbitre? Nos décisions politiques, celles que nous défendons avec tant de passion, sont-elles beaucoup moins libres que nous le croyons? Sommes-nous, en quelque sorte, des marionnettes d'un passé évolutif qui ne correspond plus à notre présent? Et comprendre cela pourrait être la clé de l'avenir de l'humanité. Des problèmes gigantesques comme le changement climatique ou les pandémies mondiales requièrent une coopération à une échelle sans précédent, requièrent de penser en tant qu'espèce. Mais notre instinct de suivre des leaders forts nous pousse souvent exactement au contraire, au tribalisme, à la division, au nous contre eux. Maîtriser cet élan pourrait être le défi le plus important que nous devrons relever pour survivre à long terme. Et je vous laisse avec l'idée la plus provocante et ouverte de toute la vidéo. Peut-être que tout le concept de leadership, entendu comme une personne guidant les masses, est un modèle opérationnel qui devient obsolète. Peut-être que l'avenir ne consiste pas à trouver de meilleurs leaders, mais à évoluer jusqu'à devenir une espèce qui n'en a plus besoin. Le voyage à travers le labyrinthe est terminé. Nous sommes arrivés au bout. Maintenant, prenons du recul et contemplons l'incroyable paysage que nous avons découvert ensemble. Rappelez-vous où nous avons commencé. Nous avons commencé avec une idée très simple, presque enfantine. Nous aimons les leaders forts parce qu'ils nous rassurent, parce qu'il semble qu'ils savent ce qu'ils font. Et regardez où nous en sommes arrivés maintenant. À comprendre que cette simple préférence est en réalité un écho de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, un cocktail chimique dans notre cerveau, un stratagème de notre esprit pour échapper à la panique de notre propre finitude et, peut-être, le plus grand obstacle à notre avenir collectif. Nous avons voyagé de la politique à la biologie, de l'histoire à l'essence même de la condition humaine. Maintenant, je vous demande directement, de tout ce voyage, de toutes ces idées, quelle est celle qui a fait tilt dans votre tête? Quelle pièce du puzzle vous a fait voir le monde, ne serait-ce qu'un peu, d'une manière différente? Laissez votre réflexion dans les commentaires. Il me fascine de lire comment ces idées résonnent en chacun de vous. Et merci, du fond du cœur, d'avoir consacré votre temps et votre attention à explorer ces profondeurs avec moi.
Si ce voyage mental vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche, car chaque vidéo est une nouvelle aventure vers le cœur des idées qui nous définissent. Continuez à questionner, continuez à explorer, car comprendre le monde est le premier et le plus puissant, pas pour commencer à le changer. La prochaine fois que vous ressentirez cette attraction magnétique, qui suivez-vous vraiment?